Celui de la péninsule centrale est une des 10 populations d'ours européennes isolées. Il n'a pas eu de contact depuis des siècles avec d'autres populations, est classé comme une sous-espèce avec le nom scientifique Ursus arctos marticanus altobello 1920 ans, est stable depuis plusieurs décennies avec environ 40 à 50 unités et est donc inclus parmi ceux considérés à risque critique. Au cours des 2 derniers siècles, son territoire s'est légèrement modifié, se réduisant d'abord à la seule Alta Val di Sangro, qui abrite aujourd'hui les parcs nationaux d'Abruzzo, Lazio et Molise et ses alentours, puis s'élargissant à nouveau tout en conservant sa zone centrale dans l'Alta Val di Sangro. Si on souhaite analyser les changements de la relation homme-ours dans cette portion des Apennins au fil du temps, on peut aller à rebours jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, la période à partir de laquelle les témoignages écrits se multiplient. Depuis lors, l'ours marticain n'a jamais été considéré comme un antagoniste dangereux pour l'homme. Les dégâts qu'il cause à l'élevage se limitent à une tête de petit bétail de temps en temps, car son régime est essentiellement végétarien et on peut compter sur les doigts d'une main les cas d'agression chez l'homme, se produisant seulement quand la bête est gravement blessée et n'a pas moyen de s'échapper. En général, l'ours tend en effet à éviter tout contact avec l'homme et quand il arrive de le rencontrer, s'enfuit toujours. De cette façon sur laquelle tous les observateurs subséquents sont d'accord, il est décrit la bête dans les traités de l'un de ses meilleurs experts, le médecin Leonardo Dorothea, qui publie en 1862 un important traité sur les espèces chassables de la région. Par ailleurs, l'ours est l'objet d'une chasse assez systématique, bien que jamais finalisée à l'extermination, comme il est le cas du loup. L'ours est tué les rares occasions où l'on découvre à l'attaque du bétail ou pour gagner du prestige au village, comme dans le cas de l'agriculteur Civillo Cocorza, célèbre au début du XIXe siècle car il affronte l'ours et le tue dans un combat au corps à corps. Et comme dans les cas avant et après lui, des générations de chasseurs locaux, moins audacieux mais armés de fusils. Ici, le meurtre de l'ours n'est donc un moyen d'éradication, mais plutôt un moyen de défense immédiate et une démonstration de compétences synergétiques. Et dans ce second sens, il relève de la logique des chasses seigneuriales et nobiliaires européennes. En sa qualité de représentant de l'élite locale, le même Leonardo Dorothea saisit le potentiel politique de la chasse à l'ours et en nom des mairies de la vallée, il offre en décembre 1860 l'exclusive de cette chasse au souverain de l'Italie qui vient d'être unifié, Vittorio Emanuele II, surnommé le roi chasseur en raison de sa passion synergétique. Le but de l'initiative est de cimenter la relation entre les nouvelles élites patriotiques des montagnes bruxellaises et la nouvelle monarchie. L'offre est ignorée et l'année suivante est ignorée une similaire aussi, mais en 1873, face à une nouvelle proposition, le roi accepte. Dans la vallée, cependant, les choses changent peu. Les bergers continuent à se défendre et certains chasseurs locaux continuent à tuer occasionnellement des ours. Ce qui compte ici est que l'initiative de Dorothea et successivement de ses héritiers politiques change le statut de l'ours marticain et son image.
Il est maintenant un animal officiellement projeté dans une dimension nationale, lié structurellement à la figure du souverain et l'objet potentiel des grandes chasses aristocratiques qui pourraient apporter de nombreux avantages à la vallée. Un OTU, dirions-nous aujourd'hui. Avec le temps, le maintien de la réserve de chasse se relève très onéreux parce que les agriculteurs locaux, auxquels il est formellement interdit de tirer sur l'ours, sont remboursés par la maison du roi pour tous les dommages que la bête fait et en l'absence de contrôle, les demandes d'indemnisation augmentent de façon exponentielle au début du nouveau siècle. C'est là la raison pour laquelle, en 1902, les rois Victor Emmanuel et le troisième rang, quoique contre cœur, la réserve aux mairies de la vallée. L'ours redevient ainsi librement chassable. Cependant, la fin de la réserve coïncide temporellement avec une petite révolution dans la manière dont une partie des naturalistes italiens considère la faune la plus rare et la plus précieuse, et en particulier les grands mammifères. À la fin de 1911, la Société zoologique italienne embrasse en effet l'idée que pour protéger la grande faune italienne menacée, soit nécessaire de créer des parcs nationaux et suggère que parmi les zones à protéger de toute urgence, il y a l'Alta Val di Sangro en raison des précieuses et uniques populations de chamois et d'ours qui y vivent. À l'époque, l'idée de créer des parcs nationaux est encore embryonnaire en Italie et la prise de la position des zoologistes représente une nouveauté importante. En avril 1913, une association protectionniste, la Lega Nazionale per la Protezione dei Monumenti Naturali, demande au ministre de l'Éducation publique d'établir le plus rapidement possible un parc national dans la vallée pour empêcher que, une fois abrogée l'interdiction de la chasse aux particuliers, des foules de chasseurs équipés de nouvelles et plus puissantes armes conduisent à l'extinction soit les chamois, soit l'ours. Compte tenu de la difficulté d'établir immédiatement un parc national, les chamois des Abruzzes, qui a été décrit comme Rupicapra ornata par Neumann en 1899, est protégé par la loi. Pour l'ours, au contraire, on ne peut pas obtenir une mesure similaire parce qu'il est encore considéré comme nuisible. Cependant, en janvier 1923, le parc national des Abruzzes est finalement établi. Et avec lui, la protection définitive de l'ours, entre-temps reconnue lui aussi comme sous-espèce endémique. Avec la naissance du parc national, le statut de l'ours change à nouveau. D'un côté, il est maintenant une espèce en voie de disparition et en tant que telle partie du patrimoine national et du monde. Et d'un autre côté, il finit par représenter symboliquement la zone entière. Le premier emblème officiel du parc est en effet un ours. Dans ces premières années de vie, le parc national des Abruzzes est une institution peu connue. Établi dans une région plutôt reculée et difficile à atteindre. La presse en parle peu, les touristes sont rares, le financement de l'État est plutôt limité. L'ours mexicain est protégé. Son extinction est évitée, sa population se stabilise autour de 50 têtes, mais l'intérêt du grand public est faible, ainsi que celle des savants. Le parc national, qui depuis la moitié des années 50 est confronté à une grave crise sur les coûts de la spéculation immobilière, n'a ni l'énergie ni le désir de connaître mieux l'animal et d'identifier les formes de protection les plus modernes et avancées. Depuis 1962, l'affrontement entre défenseurs du parc et paladins du développement des sports d'hiver atteint les pages des quotidiens nationaux,
donnant pour la première fois une large visibilité au parc et à son animal symbole, l'ours, qui est décrit en détail et considéré comme à risque en raison de l'expansion des stations de ski, des grands hôtels et des villas bâties loin des villages, souvent dans des zones où les plantigrades assez tanières. L'affrontement s'achève à partir de 1969 avec le succès des protectionnistes et une nouvelle gestion du parc inspirée par des critères de conservation rigoureuses, de développement local et un aménagement sur le modèle des parcs nationaux américains. L'un des premiers actes du nouveau directeur est l'adoption d'un nouvel emblème officiel, encore en usage aujourd'hui, qui est un ours stylisé en position assise qui est accompagné du slogan « Mon ami l'ours ». Après quelques décennies, l'ours redevient donc l'emblème du parc, mais dans une nouvelle perspective. L'image est maintenant rassurante et conviviale et doit beaucoup à la culture de la bande dessinée et des dessins animés, alors que le slogan renforce cette idée en déclarant l'innocuité et même la familiarité, au moins symbolique, de l'ours envers l'homme. Dans les années 70, l'ours mexicain est non seulement popularisé, mais on commence pour la première fois à l'étudier, comme beaucoup d'autres espèces vivant dans le parc, de manière systématique. Une génération de jeunes zoologistes va mener ses recherches dans la région en utilisant les laboratoires et les structures du parc et donne une contribution significative à faire progresser les connaissances dans les domaines de l'écologie et la physiologie de l'ours, mais aussi de son comportement. Ceci est une nouveauté importante. Jusqu'à la première moitié des années 70, l'ours mexicain n'a jamais fait l'objet de recherches sur le terrain menées par des chercheurs et avec des méthodologies avancées. Tout au long des années, les gardes du parc ont régulièrement pris note des observations des tanières connues, ont fait les premières photographies de l'ours en liberté, mais jamais dans le cadre des programmes de recherche menés par des scientifiques. En 1971, au contraire, l'expert canadien Stephen Herrero et le technicien naturaliste du parc Franco Zunino effectuent une recherche complexe et articulée sur la présence de l'ours qui est le préalable d'une série toujours plus grande de recherches approfondies culminant avec la création en 1983 du groupe Ours Italie. Une structure finalisée à monitorer la présence de l'ours dans toute la péninsule centrale et à promouvoir et coordonner la recherche scientifique sur le sujet. Ardennant, mais pour la plupart sans succès, recherché par les amateurs et les touristes, peu chassés par les braconniers, objet d'un grand nombre d'initiatives d'études et de promotion à l'initiative du parc, considéré sans trop d'hostilité par les éleveurs qui sont toujours bien rémunérés pour ces dommages, l'ours mexicain devient un chouchou du public. Et en 2008, le premier musée à lui consacré est inauguré dans le village de Pizzone. La situation s'est modifiée ultérieurement au cours des années 80 avec une forte accélération depuis les débuts des années 90. Dans cette période, les administrateurs du parc commencent à recueillir les fruits des campagnes de propagande des années précédentes et lancent des campagnes de plus en plus efficaces et d'impact. Un événement important s'est produit en 1982 quand un ourson sans mère, mal nourri et en danger de la vie est récupéré et baptisé Sandrino, en l'honneur du président de la République, le très populaire Sandro Pertini. L'ourson est ainsi fait l'objet d'une vaste campagne de presse qui occupe les médias italiens pour plusieurs semaines. C'est la première fois, par ailleurs, qu'un animal sauvage du parc est rendu populaire chez le grand public avec un nom propre. Une pratique qu'au fil des ans deviendra très commune,
mais qui à ce moment-là acquiert une grande résonance et affecte profondément l'imaginaire collectif. Un impact encore plus grand est exercé depuis le début des années 90 par les diffusions télévisées des tournages d'ours mexicains en liberté. Les premières photographies de ce type dataient des années 50 et avaient été prises par des gardes du parc. Les premiers tournages remontaient à la première moitié des années 70, mais il était utilisé dans les documentaires dont la vision était réservée aux touristes qui visitaient les parcs. Cette diffusion plus large des vidéos est le résultat de la convergence de deux innovations techniques. L'utilisation d'équipements radiotélémétriques pour la détection du mouvement des animaux et l'utilisation des caméras en circuit fermé où la présence de l'animal est établie et constante. Pour la première fois, on dispose de quantités importantes de séquences, dont certaines très spectaculaires, imprimées sur des bandes magnétiques qui peuvent être facilement copiées et distribuées à la presse et aux chaînes de télévision. À une époque où l'intérêt de l'opinion publique envers la faune et la flore sauvage reste très forte, la possibilité de voir à l'écran non seulement les représentants de la faune exotique, mais aussi ces grands mammifères des forêts apenniniques est une percée importante et donne un élan supplémentaire au processus de familiarisation. Et en plus, grâce au succès de ces émissions, l'intérêt du ministère de l'Environnement envers les parcs nationaux des Abruzzes et la protection de l'ours augmente considérablement. C'est également au début des années 90 qu'un phénomène commence à se produire, destiné à devenir de plus en plus important au fil du temps et à déterminer des changements significatifs dans la relation entre la société et l'animal. Les phénomènes qu'on appelle des animali confidenti, c'est-à-dire des animaux sauvages qui n'ont pas peur de l'homme, qui ont confiance. Pendant un très longtemps, les ours de l'Alta Val di Sangro ont été très difficiles à rencontrer. Ils vivaient la plupart du temps dans les profondeurs du bois et quand ils percevaient la présence de l'homme, comme il avait déjà observé Leonardo Dorothea au milieu du XIXe siècle, ils fuyaient. Pour ceux qui travaillaient dans les bois et en haute altitude, comme les bûcherons, les charbonniers et les bergers, la rencontre avec l'ours était plus fréquente et il pouvait aussi arriver de temps en temps que, surtout en fin d'été, quelques ours s'aventuraient dans les potagers et les poulaillers qui entouraient les villages à la recherche de nourriture. Mais pendant des siècles, le comportement de l'ours avait été conditionné par deux facteurs. D'une part, les pratiques de dissuasion mises en œuvre par les bergers et les villageois pour les tenir à l'écart des troupeaux, des poulaillers et des ruches, et de l'autre, la présence des fruitières et des terres arables, même à haute altitude, loin des centres habités. L'abandon progressif des activités traditionnelles, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déménagé loin des montagnes et du bois ces professionnels qui éloignaient les bêtes sauvages et a provoqué l'abandon des cultures à haute altitude, de sorte que la population des ours s'est progressivement habituée à une nouvelle situation. Une situation dans laquelle il n'y a plus aucune forme de dissuasion et la nourriture produite par les cultures de haute altitude a presque disparu. L'ours tend maintenant à chercher la nourriture là où il est le plus abondant et facile à trouver, par ailleurs sans être en danger, dans les villages et dans les endroits où les touristes s'attroupent. Le début des années 90 est donc la période où cette nouvelle situation commence à se manifester. Les rencontres et les observations deviennent plus faciles et plus fréquentes,
mais surtout dans l'août 1994, le personnel du parc est forcé pour la première fois à capturer un ours qui a approché à plusieurs reprises les touristes en quête de nourriture. L'ours Yoga, comme elle est nommée par analogie avec les héros de la bande dessinée américaine, fera ensuite rage pendant 3 ans avant d'être finalement réduit en captivité. Mais il est le premier d'une longue série d'ours confidenti qui se multiplient à fil des années en fréquentant systématiquement les villages de la zone, maintenant sans plus aucun ou presque aucune forme de réticence. La même chose se passe par la suite avec les cerfs. Réintroduits à partir des années 70, ils sont restés assez difficiles à atteindre pour environ 25 années. Avant qu'au début des années 2000, ils se sont habitués à fréquenter au cours de l'été et en grand nombre d'abord les alentours et puis les centres du village de Villetta Bavera, en devenant ainsi une véritable attraction locale. La convergence d'une popularité croissante chez le grand public et une présence toujours plus fréquente au fond de la vallée, à proximité des centres habités, ou même en leur scène, a été renforcée par 2 développements technologiques qui sont explosés en parallèle au début du nouveau siècle. La possibilité de prendre des photos de bonne résolution avec un téléphone portable et l'apparition et propagation rapide des médias sociaux. Et en raison de l'absence d'agressivité de l'animal, il arrive de plus en plus souvent qu'un ours qui se trouve dans un village à la recherche de nourriture est pourchassé d'un grand nombre de personnes qui le veulent photographier ou même prendre des selfies avec l'animal dans l'arrière-plan. En bref, du début du nouveau siècle, la présence au fond de la vallée et à proximité des villages d'un grand mammifère sauvage populaire comme l'ours, les désirs de les voir, la possibilité pour toute personne à les photographier et la capacité de diffusion en temps réel des photos et des vidéos qui montrent la proie convoitée et la relation personnelle de chacun avec elle sont phénomènes qui ont augmenté énormément l'attention et l'intérêt envers l'ours. Et c'est là autant plus que l'ours, tout en ne fouillant pas, il reste absolument paisible. Cet ensemble de changements finit par modifier à la fois le statut de l'ours dans l'imaginaire local et national, ainsi que les problèmes liés à sa gestion. Face à une population considérée en péril, mais à peu près stable sur 40 à 50 spécimens à moins depuis les premiers dénombrements des années 20, la résonance assumée par la mort des ours et la préoccupation qui en découle pour le salut de l'espèce ont été amplifiées énormément à partir de la seconde moitié des années 90. Encore dans les années 70, la mort, quoique pour des raisons non naturelles d'un ours et sa découverte, était signalée seulement dans les journaux locaux et était considérée peu plus que comme une curiosité, sauf que l'administration du parc national a publié un communiqué de presse en soulignant la gravité de l'incident. À partir des années 90 et dans une mesure croissante dans les années plus proches de nous, la mort d'un ou plusieurs ours, et en particulier si elle est causée par l'action humaine, suscite des vagues de compassion et de préoccupation pour la santé et l'avenir de l'espèce, et non seulement par les communautés locales, mais encore plus dans de vastes sections de l'opinion publique nationale et parfois même étrangère. Nous assistons par conséquent à ce que l'on pourrait appeler la multiplication des parties prenantes, en anglais stakeholders. Si jusqu'aux années 70, l'affaire de l'ours anonyme qui avait volé un mouton, qui avait été tué par un braconnier ou écrasé par une voiture, était un problème qui concernait à peine l'autorité du parc.
les levées qui avaient été endommagées et les organismes qui contribuaient au remboursement, comme la région Abruzzes et le World Wildlife Fund, après les milliers des années 80 et encore plus après les milliers des années 90, il finit par concerner un grand nombre de sujets, souvent en conflit les uns avec les autres, pour gagner visibilité, prestige, ressources. Outre l'autorité du parc et les élus locaux, désormais ils deviennent des protagonistes actifs de ce qui est devenu un problème public, les centres de recherche qui sont en concurrence pour le financement finalisé à étudier la biologie et l'éthologie de l'ours et à indiquer les stratégies meilleures pour sa conservation, un nombre croissant d'associations qui ont parmi ses objectifs principaux ou même comme principal objectif le salut de l'ours mexicain et les chargés des projets de monitorage et de soutien à la population des ours. Mais le point peut-être le plus important est que les initiatives et les affrontements entre ces sujets, invariablement engagés pour le salut de l'ours mexicain menacé d'extinction, malgré le nombre d'ours soit stable depuis des décennies, se déroulent dans un espace public désormais national et surchargé d'une emphase et d'une résonance émotive qui affecte des dizaines de milliers de personnes qui non seulement n'ont jamais eu directement affaire avec un ours, mais pour la plupart n'ont même jamais été en personne dans l'Alta Val di Sangro. Cette grande transformation qui n'a été que brièvement évoquée ici et qui n'a pas encore été étudiée de manière systématique, implique donc de manière intense et permanente les organismes publics établis, la population locale et les différentes associations pour le salut de l'ours, mais aussi une opinion publique nationale de plus en plus large et intéressée, sinon impliquée émotivement. À présent, la situation est telle que certaines désignations des gestionnaires d'espaces protégés ont été publiquement justifiées sur la base de la capacité prétendue du candidat d'aborder énergiquement les problèmes du salut de l'ours. Ce que nous avons décrit très brièvement est probablement une histoire tout à fait particulière et qui mériterait par conséquent d'être approfondie et comparée avec ce qui se passe dans d'autres régions européennes. Nous remercions donc les organisateurs de ce colloque pour avoir nous donné l'occasion de réfléchir mieux sur une histoire qui nous implique depuis beaucoup d'années et de la soumettre à l'attention d'amis et de collègues étrangers qui pourront certainement nous donner des indications précieuses.